Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de l'actualité aujourd'hui, ce coup de filet impressionnant des services du Bureau central d'investigation judiciaire, le BSIJ, sur la base de renseignements fournis par la Direction générale de la surveillance du territoire, la DGST. Et ce n'est pas dans une, mais dans 9 villes du royaume où 12 personnes ont été interpellées, toutes sous les ordres d'un commandant de Daesh au Sahel. Dans leur domicile perquisitionné, des plans et des engins explosifs en cours de fabrication ont été saisis. Les opérations se sont déroulées de manière simultanée et au-delà de l'aspect tactique, les agents du BSIJ ont priorisé la sécurité des citoyens en évacuant préventivement les résidents des zones concernées. C'est la deuxième opération de démantèlement d'une cellule terroriste par le BSIJ depuis le début de l'année. Pourquoi un commandant de la branche africaine de l'organisation terroriste Daesh prendrait pour cible le Maroc? Comment la stratégie du Maroc assure-t-elle une efficacité à ces opérations? Quid de l'endoctrinement des mineurs par Daesh? Enfin, l'engagement du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme va au-delà de ses frontières. Quels sont les éléments clés de la coopération internationale dans la lutte antiterroriste? Réponse en compagnie de nos experts ce soir. Bonsoir, colonel Hassan Saoud. Bonsoir, madame. Et un plaisir renouvelé d'accueillir l'expert en relations internationales et en géostratégie, Cheikh Dani. Bonsoir et bienvenue bonsoir, à vous madame. également. Merci beaucoup pour l'invitation. 9 opérations donc dans 9 villes du royaume de manière simultanée. Les villes concernées sont les villes de Laayoune, le quartier de Sbata, Casablanca, Fès, Taounet, Tanger, Azmour, Gersif, Oulet Taïma et Tamsna dans la banlieue de Rabat. Messieurs, une opération de grande ampleur. Peut-on parler sur les données dont nous disposons jusqu'à maintenant d'une cellule qui a été démantelée? Est-ce que c'est une cellule, ces 12 personnes? Colonel Hassan Saoud. Évidemment, c'est une cellule terroriste, sauf que c'est de l'inédit, la géographie des opérations. C'est ça qui donne la... Je pense qu'on n'a pas fait une opération pareille depuis qu'on a commencé la lutte antiterroriste. 9 opérations simultanées, avec tous les moyens que ça demande et le travail en amont que ça demande, comme traque, comme infiltration, comme cybersurveillance. Je pense que, compte tenu c'est une opération de grande ampleur, réussie, et c'est un démantèlement préventif important, dans la mesure où 12 personnes jusqu'à présent sont interpellées. Et je pense que l'enquête et l'évolution de l'enquête va nous donner encore d'autres éléments concernant les acolytes ou ceux qui sont en liaison avec ces personnes interpellées. Je pense qu'il faut saluer ce travail d'anticipation qui est important parce qu'on l'a fait avant le passage à l'acte. Alors que le passage à l'acte, c'est bien que vous le soulignez, colonel Hassan Saoud. Les preuves sont là. On les a vues dans les images qui font réellement froid dans le dos. Oui. On a vu des engins explosifs en cours de préparation. Il y a eu aussi des armes blanches qui ont été saisies, des dirhams, mais aussi des dollars. C'est important, de la devise étrangère. Vous avez parlé de ces éléments de preuve matérielle, mais il y a en amont tout l'aspect endoctrinement, recrutement et puis conseil, et qui vient malheureusement de la zone sahélo-saharienne. Donc tous les éléments constitutifs d'un acte terroriste sont là. Et je pense que c'est ça, justement, qui fait que le BSIJ, quand il prend son temps, c'est pour, justement, l'aspect judiciaire. Aujourd'hui, c'est une enquête qui est verrouillée. Et qui n'est pas terminée, parce qu'après l'arrestation, donc on voit sur les images, les arrestations ont eu lieu de manière simultanée dans les 9 villes du royaume. On peut le voir sur les images qui sont projetées. Et élément important aussi, je l'ai relevé dans mon introduction, Cheikh Dani, c'est que la population vivant dans ces quartiers a été évacuée avant le début des opérations. Pourquoi ? La première chose, revenons à la question qui a été posée par vous, est-ce que c'est une cellule? Effectivement, c'est une cellule terroriste, sauf
maintenant, avec les éléments que nous disposons, à travers le communiqué de la DGSN et de la DGST, c'est que c'est une cellule terroriste transfrontalière. Oui. Le commandement, c'est dans une zone géographique, c'est l'épicentre de terrorisme dans le continent africain, à savoir la bande sahélo-saharienne. Donc, et quand on parle de Daesh, on parle de l'État islamique au Grand Sahara, vraisemblablement. Donc, le commandement, il vient de l'État islamique au Grand Sahara, de Abu Bakr al-Sahraoui, qui a remplacé donc, Abu Adnan Walid Sahraoui, qui fut partie du Polisario. Donc, aujourd'hui, voilà, ça, c'est une chose qui est très importante. C'est une chose qui est première, c'était le commandement stratégique de la cellule pour commettre des attentats terroristes sur le territoire marocain. Donc, provient, donc, est télécommandé d'une région sahélo-saharienne. Deuxième chose qui est très importante, revenant à votre question, c'est-à-dire que l'évacuation veut dire que ces gens-là, ils étaient prêts à l'acte. Ils étaient vraiment sont préparés. Ils ont préparé tous les outils. Ils ont préparé tous les moyens, leur tactique, et il va s'appliquer dans peu de temps. C'est-à-dire nous sommes vraiment dans une frappe ou bien dans un attentat imminente. C'est-à-dire, puisqu'il y avait l'évacuation, c'est-à-dire que les bombes sont déjà faites, les installations terroristes avec leurs moyens sont déjà préparées. C'est-à-dire la préparation, ce n'est pas en cours, mais c'est bon. Ils ont fini leur préparation et l'attaque, il a été imminente sur l'ensemble des territoires marocains. Alors, attaque plusieurs, et les cibles imminente. sont différentes. Il y a des cibles étrangères, il y a même les forces de l'ordre qui étaient visiblement dans la ligne de mire de cette cellule terroriste qui a été démantelée cette nuit. Bien évidemment, donc, les groupes terroristes, dans la plupart, 90% des attaques terroristes à l'échelle internationale, et particulièrement de Daesh, ils attaquent les structures sécuritaires. Après, il y a les structures sensibles. Et aussi, il y a les structures où il y a un groupement de la population. Donc, on fait une lecture de l'histoire de Daesh, comment il opère tactiquement parlant. Et l'art opératique de Daesh, il vise, par exemple, récemment en Irak, ils ont visé des structures sécuritaires comme le Bangladesh, comme par exemple même des cellules qui ont été démantelées entre le Maroc et l'Espagne. Donc, il y a 2 semaines à peine, 7 membres présumés de Daesh interpellés en étroite collaboration avec les éléments de la Direction générale de sûreté nationale. Voilà, et de fait, aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une situation qui impose une vigilance accrue, et Dieu merci, le Maroc dispose des services de renseignement très très importants, parce que le renseignement aujourd'hui, c'est la clé de voûte, parce qu'il faut dire, le Maroc, il est dans une guerre asymétrique. Pourquoi le Maroc est-il ciblé, messieurs? Pourquoi un commandant du bras africain de l'organisation terroriste de Daesh ciblerait le Maroc, endoctrinerait, recruterait au Maroc? Colonel Saoud. Vous savez pourquoi le Maroc est une cible majeure? Parce qu'on n'arrive pas à l'atteindre, ou du moins le temps joue contre les terroristes, parce qu'on est dans la prévention, on est dans l'anticipation. Mais nous restons quand même une cible majeure pour le terrorisme, quelle que soit son obédience. Il faut le souligner. On parle du groupe État islamique, mais il faut aussi ne pas oublier Al-Qaïda. Tout ça parce que nous avons des structures de sécurité et de renseignement résilientes, très anticipatives, et quand on voit les bilans que produit, on est en droit de se dire que plus on est résilient, plus le terrorisme tente de nous attaquer. Et pour revenir à cette cellule, il faut savoir qu'ils ont fait une reconnaissance de tous les sites ciblés, avec un minutage, avec les itinéraires, les minutages. Est-ce qu'ils ont été formés que sur, vous parlez vraiment de tactiques bien précises, est-ce qu'ils ont été formés en ligne? Bien sûr, l'embrigadement, l'endoctrinement, mais dans cette opération-là, ils ont été dirigés par le grand chef dont on ne connaît pas encore le nom, de ce qu'ils appellent les opérations extérieures ou les opérations internationales. Et il a donné toutes les informations concernant la logistique à utiliser, les produits à utiliser, même si, évidemment, ils sont sur la toile. Et donc, c'était téléguidé de la zone sahélo-saharienne.
par la branche africaine du groupe État islamique, faut-il le préciser. Et donc, nous voilà devant une opération où les services concernés ont fait un travail de fourmi, un travail de traque. Qui peut durer des semaines, des mois. Évidemment, c'est la patience stratégique, tout ça. Nos services ont les soucis de l'exactitude. Pourquoi? D'abord, on ramasse les preuves. Avant, en amont, tout ce qui se fait en amont, la réunion, ce qu'ils appellent l'association des malfaiteurs à but terroriste, les moyens employés, les communications entre eux, ça facilite évidemment le travail judiciaire et les tribunaux dédiés à l'antiterrorisme en maintenant de la matière pour prendre une décision adéquate parce que là, nous sommes dans un terrorisme international, transfrontalier. C'est ce qui a été évoqué et tout à l'heure. Ça a été dit par mon ami. Transfrontalier. Oui. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le Maroc aussi, dans sa lutte antiterroriste, elle est transfrontalière. La doctrine marocaine, il y a un concept aujourd'hui qui a été intégré qui s'appelle les frontières sécuritaires et qui ne cadre plus avec les frontières institutionnelles. Ça veut dire que même si le terrorisme n'est pas à vos frontières, le terrorisme n'a pas de frontières. Et ça a été intégré. D'où le travail qu'on fait aujourd'hui à l'endroit de nos partenaires au Sahel, dans l'échange de renseignements. Ça a été dit, le nerf de la guerre antiterroriste, c'est le renseignement. Et visiblement, et jusqu'à présent, le Maroc a réussi son challenge. Comment s'organise justement cette collaboration internationale en termes de renseignement, Cheikh Rodani? Écoutez, aujourd'hui, le Maroc, moi je pense depuis en septembre 2001, le Maroc il a mis en place une stratégie globale pour essayer de peaufiner et de renforcer ses institutions, ses structures sécuritaires au niveau horizontal et au niveau vertical. Après, donc, le Maroc il a mis en place les soubassements et les fondements d'une doctrine sécuritaire avec un continuum défense-sécurité pour faire face à des combattants djihadistes étrangers et aussi des combattants marocains qui étaient dans des foyers de tension, soit en Irak, soit en Afghanistan, soit dans d'autres régions, en Libye, et même dans l'Afrique subsaharienne du Sahel. Ils étaient en Libye aussi, en Syrie. Libye, effectivement, et en Syrie. Mais ce qui un petit peu m'interpelle dans ce démantèlement d'aujourd'hui, c'est qu'il vient après l'enlèvement des camionneurs marocains dans le Sahel. Vous y voyez un lien? Oui, bien sûr. Il y a des... écoutez, aujourd'hui, le terrorisme, il a des considérations géopolitiques. Donc, une attaque terroriste, ou bien, il ne faut pas oublier que le Maroc, aujourd'hui, aux yeux des groupes terroristes, c'est un pays pionnier dans les opérations, soit à l'international, soit au niveau national, soit dans le travail de renseignement qui est fait avec ses partenaires dans les pays du Sahel. Donc, le Maroc, c'est un pays qui dispose des atouts géostratégiques, ce que je peux appeler la géostratégie de renseignement. C'est très, très important. Donc, et de fait, cette action d'enlever des camionneurs marocains, c'était dans un objectif clair, c'est d'altérer ces échanges commerciaux entre le Maroc et sa profondeur stratégique, à savoir la Mauritanie et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et de fait, aujourd'hui, il y a des considérations bien évidemment idéologiques, mais il y a d'autres considérations qui sont très importantes qu'il faut essayer de tenir en compte. Et de fait, aujourd'hui... Quelles sont ces autres considérations? Quel est le leitmotiv de ces 12 personnes? Quel serait, en tout cas on est dans la théorie, quel serait le leitmotiv de ces 12 personnes qui ont été interpellées très tôt ce matin par les autorités marocaines pour rejoindre une organisation terroriste telle que Daesh? Écoutez, je vais vous dire une chose. Oui. Vous savez que ce groupe de l'État islamique au Grand Sahara qui fait partie de Daesh, il se finance à travers l'exploitation de l'or artisanal dans la région des 3 frontières, la région de l'Iptako-Goma. Vous savez combien d'argent il circule? 4,5 milliards de dollars annuellement. Donc, il a le pouvoir financier pour recruter et pour acheter et pour faire vraiment des dégâts dans des pays où il y a des considérations géopolitiques pour des gens qui télécommandent ces groupes terroristes. Il y a une connivence entre le terrorisme et la création de la violence à travers ce terrorisme dans un État, parce qu'il y a une portée quand même géopolitique. Ça peut être des États derrière? Juste pour qu'on soit vraiment très clair dans nos propos. Il n'y a pas aujourd'hui, personne dans le monde ne peut dire ça, ne peut vous donner la réponse exacte, mais lorsqu'on suit un petit peu le circuit
de financement de ces groupes terroristes, la manière avec laquelle ce réseau, cette matrice terroriste existe dans la région et la sous-région. Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'il faut poser, qu'il faut essayer de chercher la réponse. Mais je pense aujourd'hui, il faut le dire, le Maroc, il a des atouts géostratégiques. N'oublions pas, le Maroc, il organise la Coupe d'Afrique. Le Maroc, il co-préside le Forum international pour la lutte contre le terrorisme. Le Maroc, il abrite le bureau unusien de la lutte contre Daesh. Il co-préside avec le Niger, avec l'Italie, avec les États-Unis, le gros focus africain contre le terrorisme. Donc, toutes ces considérations géostratégiques et géosécuritaires mettent les groupes terroristes, laisse les terroristes de mettre le Maroc dans le collimateur pour le frapper fort et pour attaquer le Maroc. Donc pour les groupes terroristes comme Daesh, commettre un attentat dans un pays comme le Maroc qui reste stable, immunisé, qui a une expertise à l'échelle internationale dans la lutte contre le terrorisme, dans le démantèlement des cellules terroristes et aussi dans le renseignement contre les groupes terroristes, reste un objectif. Il va il va aussi augmenter leurs actions dans la bourse de terrorisme à l'échelle internationale. Donc, de fait, c'est pourquoi le Maroc est dans le collimateur. N'oublions pas même, dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a des applications pour échanger de l'argent. Ce n'est pas de l'argent comme ça. Il y a maintenant des applications dans certains pays, même l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, ils ne passent pas à travers les banques. C'est les mobile money, il y a aussi les bitcoins, enfin les monnaies. Il n'y a pas que des bitcoins. Et le mobile money, en effet, qui ne passe pas par les banques, donc qui est difficilement traçable. Voilà, tout à fait. Mais la question aujourd'hui, cet télécommandement, soit disons le PC de commandement de cette cellule, il est donc dans la région du Sahel. Et la question aujourd'hui, je pense que les enquêteurs marocains ils sont très très bien formés pour comprendre le circuit donc de financement et de préparation de cette cellule qui est, je le dis clairement, extrêmement dangereuse. Alors qu'on croyait Daesh fini, hein, quand on entendait que Daesh était fini en Irak, en Syrie. Aujourd'hui, Daesh est on ne peut plus vivant sur le sol africain, colonel Saïd. Il n'en demeure pas moins que au Proche-Orient, en Syrie, en Irak et ailleurs, il reste encore ce que j'appellerais le résiduel. Oui. Mais l'épicentre aujourd'hui, c'est l'Afrique. Globalement, et c'est évidemment la zone sahélo-saharienne. Pourquoi ? Parce que c'est des zones de non-droit, c'est des zones grises et c'est des zones de conflit. Vous savez, le terrorisme, il ne peut vivre, il nourrit et pourrit les conflits. Il ne peut pas survivre dans des zones stables. Et pour revenir justement à ce travail de nos services, en amont, ça a été dit, le renseignement, évidemment, et l'interpellation, la justice, la déradicalisation. Il faut quand même... On n'en parle pas. C'est en aval, en fait, des arrestations. En aval. On en parle peu, en tout cas. Mais nous avons un organisme important, c'est l'Autorité nationale des renseignements financiers. C'est toute la traque de l'argent qui provient du terrorisme. Et c'est un outil aussi pour la justice. Évidemment. Donc, nous avons un système multidimensionnel, mais très complet et très homogène, mais dans un aspect collaboratif. Et c'est ça, le label marocain. En 6 semaines, c'est la deuxième opération de démantèlement. Oui, mais alors... C'est la deuxième depuis 2025. C'est quand même, depuis la création du PSIJ, il y a eu des dizaines d'opérations de démantèlement qui ont abouti à l'arrestation de plus de 1700 personnes depuis 2015. Donc, en 10 ans, le PSIJ, son efficacité n'est plus à débattre, certainement. Mais en tout cas, on voit quand même, en 6 semaines, c'est la deuxième cellule, et encore, une cellule très importante qui a été démantelée. Vous êtes en train on est en train de discuter du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Je vais vous expliquer, nous sommes dans cette posture de verre à moitié plein. Pourquoi ? Sans les capacités offensives de nos services, sans la traque, aussi bien cybernétique que sur le champ physique, on ne serait pas arrivé là. On n'aurait pas fait ces interpellations. Parce qu'il y a ceux qui pensent que, il y a le terrorisme. Oui, mais c'est le travail qui est fait qui permet de déceler tout ça qu'il faut prendre en considération. Parce que ce n'est pas un hasard, ça.
Oui, mais ça ne s'arrête pas là, parce que neutraliser une cellule, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du terrorisme. Après, on dit que c'est une cellule, il doit y en avoir une autre. Dans quelle mesure cette cellule qui a été démantelée aujourd'hui peut avoir des ramifications ailleurs? D'ailleurs, après l'interpellation des 12 suspects, plus tard dans la journée, l'enquête a révélé la présence d'un engin explosif dans la région de Rabat, dans la périphérie de la capitale. Mais c'était enterré. Donc ça c'est la continuation, disons. Donc la continuation, vous l'avez dit, des opérations, elle ne s'arrête pas à ces interpellations qui ont lieu ce matin. Est-ce que pour autant, madame, on va venir à bout du terrorisme à court terme? Je ne pense pas. Donc, tant qu'il y a des viviers, et donc c'est la vigilance, c'est la résilience. Et je me réjouis de cette communication sécuritaire importante, parce qu'il est destiné aux citoyens. Et c'est ça qui permet de la vigilance et qui permet aux citoyens d'être imbus de la menace terroriste et du fait que notre pays... Ils peuvent vivre avec vous, en fait, à côté de vous. Mais bien sûr. En gros, on l'a vu, ce sont des quartiers résidentiels. Et oui, c'est comme un poisson dans l'eau. Oui. Sauf que quand il y a des bons pêcheurs, c'est bien. Et c'est le cas en l'espèce. Je pense que nous avons une doctrine importante. Il y a l'endoctrinement aussi, face à la doctrine, colonel Hassan Saoud, et il y a l'endoctrinement aussi des mineurs. Non, mais écoutez, nous avons, il y a quand même tout un travail de déradicalisation et de sensibilisation dans les mosquées. Il y a un travail qui est fait, parce que le travail, il est social, il est politique, mais il est aussi religieux. Cheikh Khabiroudani, un mot sur cette question de prévention, de vigilance, certes à travers le renseignement, mais aussi à travers la sensibilisation, comme vient de le dire colonel Saoud, surtout pour les plus jeunes. Devant une population jeune au Maroc, avec un âge médian de 28 ans quand même. La prévention, c'est la condition sine qua non de toute approche avant-gardiste pour lutter contre l'extrémisme et le fondamentalisme religieux et de fait contre le terrorisme. Je pense aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a des réseaux sociaux, il y a des plateformes qui sont capables de nuire et de créer la nuisance au sein de la société marocaine, loin des yeux des services de renseignement, même les plus puissants à l'échelle internationale. Et de fait, aujourd'hui, comme nous avons dit un jour ici avec vous, Madame Khadija, que les réseaux sociaux deviennent une zone grise, qu'il faut essayer. Aujourd'hui, la communauté internationale elle est dans l'obligation de travailler sur des approches de collaboration, de partenariat et même des lois de radicalisation qui se fait loin des yeux à travers des applications dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les terroristes, ils sont des systèmes de communication hautement sophistiqués. Nous avons vu aujourd'hui même les outils technologiques et la technicité à travers lesquels ils ont travaillé la préparation de commettre des attentats sur le territoire national. Et je pense aujourd'hui, la prévention doit être globale. Je pense que le Maroc, depuis très très longtemps, avec la vision royale de Sa Majesté, et surtout la vision sécuritaire. Et le Maroc, il a mis en place plusieurs stratégies multidimensionnelles, globales, pour lutter contre le terrorisme. Il y a la prévention. Il y a aussi la prévention, on l'a vu même au niveau du système judiciaire marocain, qui a renforcé son arsenal à travers la loi de la lutte contre le terrorisme, à travers des partenariats stratégiques avec les partenaires internationaux. Oui. Donc c'est un travail qui se fait d'une manière incroyable. Le Maroc, il est dans des plateformes très très importantes. D'ailleurs, le Maroc l'année prochaine va organiser la réunion annuelle de l'Interpol. C'est une réunion qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait le Maroc dans le monde arabe et en Afrique, dans le collimateur des groupes terroristes, parce que on attaque le Maroc, on attaque un pays qui a une portée géopolitique et géostratégique à l'échelle du continent et à l'échelle internationale. Aussi, il faut le dire, le Maroc, c'est le dernier rempart contre les groupes terroristes pour atteindre l'Europe de l'Ouest. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, ils s'intensifient leur tactique, leur stratégie, leur art opératique, je parle terroriste, pour attaquer le Maroc, parce que la géopolitique de la Méditerranée, aujourd'hui, avec ce qui se passe dans la région, la sous-région, peut être un objectif pour les groupes terroristes comme Daesh, comme l'État islamique au Grand Sahara, et comme même le groupe social islamique musulman de Ayad Ghali ou bien de Front Massina. Récemment, on a vu quelques
mouvements de groupes terroristes dans la région de Bénin. Donc, et de fait, aujourd'hui, le Maroc, effectivement, il faut le dire, il est dans le collimateur des groupes terroristes. Et cette cellule qui a été démantelée est extrêmement dangereuse et démontre une autre fois la perspicacité et la force de l'action des services de sécurité marocains. On a de la réussite, mais il est d'usage de dire que le risque zéro n'a jamais existé, il n'existe pas, il n'existera pas. Mais je pense que les forces de sécurité, dans tous leurs organes, l'ont intégré. L'ont intégré et le gardent bien devant les yeux. La doctrine sécuritaire marocaine, c'est ça. Le risque zéro n'existe pas. Dant existe. Voilà, exactement. Et rappel de cette opération sécuritaire de grande envergure qui a été menée simultanément très tôt ce matin dans 9 villes du royaume, Al-Ayoun, Casablanca, Fès, Taouna, Tanger, Azmour, Gersi, Foulet, Taïma, Tamsna, qui a mené à l'arrestation de 12 extrémistes âgés de 18 à 40 ans qui ont prêté allégeance à Daesh et été impliqués dans la préparation et la coordination de la mise en œuvre de projets terroristes dangereux dans notre pays. Hafidahullah. Hafidallah hadal balad. Voilà. Merci messieurs pour l'ensemble de vos éclairages, pour avoir enrichi le débat ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée.